Bienvenue sur The Grey Zone. Je suis Wyatt Reed et aujourd'hui nous recevons Preston Robert Harp. C'est un anti-impérialiste qui vit au Nicaragua depuis un peu plus de 3 ans. Il est proche du Front sandiniste qui a renversé la dictature de Somoza, soutenue par les États-Unis en 1979 et qui gouverne aujourd'hui le Nicaragua. Preston travaille fréquemment comme auteur et éditeur avec S. Brian Wilson, ancien combattant et militant pour la paix. Celui-ci a perdu ses jambes en 1987 lorsqu'il a été délibérément percuté par un train transportant des armes destinées aux rebelles Contra, soutenus par la CIA. Preston, vous avez attiré l'attention des médias internationaux cette semaine après avoir été contacté par des journalistes du Daily Mail et de CNN. Ils ont découvert que vous êtes le frère de Natalie Harp, une conseillère controversée de Trump, qui a récemment fait parler d'elle en raison de son dévouement servile envers Donald Trump. Cela a été révélé par de nombreuses lettres qu'elle a écrites au président depuis 2023. L'une de ces lettres disait, je cite, « Vous êtes tout ce qui compte pour moi. Je ne veux jamais vous décevoir. Merci d'être mon gardien et mon protecteur dans cette vie. » Alors, tout d'abord, Preston, j'aimerais parler de cette situation avec votre sœur, Natalie Harp. Comment ces journalistes vous ont-ils trouvé? Et que pouvez-vous nous dire de votre sœur et de la façon dont elle en est venue à être aussi profondément dévouée au président Donald Trump? Oui, donc Sean Cohen du Daily Mail m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait découvert que Robert Harp, le regretté Robert Harp qui est maintenant dans le monde des esprits, est mon père, et c'est aussi le père de Nathalie. Et dans tellement de faire-part de décès, mon nom n'a même pas été mentionné par ma mère et ma sœur. Elles veulent simplement faire comme si je n'existais pas. Mais lui savait que j'existais. C'est comme ça qu'il a su que j'existais. Je n'ai jamais contacté que ce soit. Ma sœur et moi, nous avons fait l'école à la maison. Et élevés avec des programmes scolaires venant, par exemple, de l'université Bob Jones. Si certains savent ce que c'est, ils avaient des allées séparées pour les personnes de couleur et les blancs. Ils n'autorisaient pas la danse. C'était insensé, vous voyez? L'université chrétienne conservatrice fondamentaliste par excellence. C'est de là que vient Nathalie. C'est de là que je viens aussi. Mais j'ai changé d'avis. À 15 ans, j'ai lu Une histoire populaire des États-Unis, d'Howard Zinn, à la lampe de poche. Parce que si la lumière était allumée dans ma chambre, ma mère me demandait pourquoi j'étais encore réveillé. Mais je le lisais à la lampe de poche et je me suis mis à pleurer en lisant ce qui était arrivé aux peuples autochtones. En Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Nord, lire sur l'histoire de l'esclavage, mec, et sur toutes les guerres, surtout le Vietnam, ça m'a vraiment marqué. Parce que j'ai toujours aimé la musique hippie, la génération hippie. Et découvrir ce que ces gens vivaient, l'époque dans laquelle ils vivaient, ça a vraiment remis les choses en contexte. Je veux juste terminer cette partie en disant que ma sœur et moi, en gros, on n'a pratiquement jamais eu de conversation depuis qu'elle avait peut-être 13 ans, sans que ma mère écoute et contrôle la direction que ça prenait. Donc je n'ai eu aucune influence dans sa vie. Et j'aurais aimé en avoir à l'époque, parce que si ma mère n'avait pas tout contrôlé, peut-être que ma sœur aurait pris une autre voie. Alors, est-ce que vous avez une idée de la manière dont Nathalie, et je crois que votre mère aussi, se sont retrouvées en quelque sorte dans l'orbite de l'univers Trump? Pouvez-vous expliquer comment ces personnes faisant l'école à la maison, issues de l'Amérique rurale, ont fini dans l'orbite trumpienne? Ouais, franchement, je n'en ai aucune idée. À part ça, peut-être parce que ma sœur avait ce problème de santé, ce type de cancer.
Je crois que c'était un cancer des os, non? Ou un cancer du sang. Ils ne m'ont jamais montré aucun document. Je savais juste qu'elle était censée vivre avec un cancer, puis que soudainement elle allait mieux grâce à la loi Right to Try de Trump. Mais en fait, cette loi a seulement rendu légal l'essai de médicaments expérimentaux, à condition d'avoir une assurance. Si vous n'avez pas d'assurance, Donald Trump ne va pas vous sauver la vie. Et c'est la partie qui a été coupée de... J'en ai parlé au Daily Mail et à CNN, en essayant de leur dire que, quand j'étais récemment à l'hôpital, je me suis fracturé la rotule. Je marchais tard la nuit, sans lumière, et il y avait un pneu de vélo sur la route. Mes bottes se sont coincées dans les rayons. Je me suis étalé et je me suis cassé la rotule. Mais bon, ça m'a permis de voir comment c'est l'hôpital public ici, mec. J'ai vu des vies être sauvées tous les jours. J'ai vu des gens courir avec des brancards, et ils gagnent autant qu'un instituteur. S'ils font ça, c'est parce qu'ils se soucient vraiment d'essayer de sauver une vie. Donc pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Si Nathalie réfléchit vraiment à ce qu'elle dit, ça n'a aucun fondement. Mais c'est probablement en partie comme ça qu'elle s'est rapprochée de Trump, en faisant des discours où elle dit qu'il lui a sauvé la vie. Ça sonne plutôt bien. Et je l'ai aussi dit à CNN, les meilleurs amis de Trump, c'est son fan club. Et elle, c'est en quelque sorte sa plus grande fan. Preston, vous venez de souligner que Trump n'a pas vraiment d'amis, qu'il s'entoure surtout de Benny Oui Oui et de Larbin, et que d'après ce que vous savez, c'est essentiellement le seul critère qui explique la place de votre sœur dans son cercle rapproché. Elle refuse de lui dire non, elle lui consacre en quelque sorte sa vie, et elle ne s'en cache pas. Or, très vite après avoir fait ces déclarations aux médias internationaux, en critiquant votre sœur, les médias traditionnels se sont en gros retournés contre vous. Au début, ils étaient très désireux d'entendre votre version de l'histoire. Mais dès qu'ils ont compris qui vous étiez, ils ont été très disposés, et même empressés, à faire de vous une partie de l'histoire. À vous présenter comme un personnage tout aussi farfelu qui répondrait au dévouement de Nathalie envers Trump par votre propre dévouement envers les dictateurs de gauche, comme ils aiment les appeler. Mais je veux vraiment répondre à ça, d'accord? Qu'est-ce que j'y ai gagné? Je n'ai pas gagné d'argent, je n'ai pas gagné de luxe. J'ai fait ça parce que c'était ma façon de vivre, vous savez. Oui, bon, juste pour planter un peu le décor, il y a seulement quelques jours, un article a été publié dans le média hispanophone El País par un homme nommé Wilfredo Miranda Aburto, que je connais personnellement d'ailleurs. Il ne m'aime pas, et de temps en temps il publie des tweets désagréables à mon sujet sur les réseaux sociaux. Il s'en est pris à vous aussi. Il a écrit un article sur vous, sur la vie, je cite, révolutionnaire au Nicaragua, du frère de Natalie Harp, une conseillère dévouée de Trump. Révolutionnaire, entre guillemets, bien sûr, parce qu'ils veulent tourner en dérision la révolution nicaraguayenne. Le Washington Post a immédiatement emboîté le pas. Oui. The Washington Post immediately followed suit, painting you as this kind of crazy out On vous présente comme une sorte de folle, d'excentrique, vous savez, de lunatique, parce que vous êtes allé au Nicaragua et que vous avez aimé ce que vous y avez vu. Vous n'avez pas immédiatement parcouru le pays en condamnant le gouvernement et vous savez, en vous plaignant d'une dictature. Vous n'avez pas fait de votre vie une tentative de renverser ce gouvernement comme tant d'Occidentaux avant vous. Au contraire, vous êtes revenu et vous sembliez vraiment apprécier ce qui s'y passait. Alors, expliquez-nous cette couverture médiatique vous concernant. Pourquoi pensez-vous qu'il soit si contrarié que vous ayez trouvé des choses à apprécier dans la vie au Nicaragua et dans le système économique là-bas? Oui, mec. Je veux dire, je suis allé 2 fois à l'hôpital public. L'année dernière, j'ai eu un accident de moto. Je me suis fracturé le crâne, 2 côtes
et la clavicule. Il y a des vidéos sur mon Facebook pour ceux qui veulent voir. Donc à ce moment-là, on m'a sauvé la vie. Et puis une autre fois, j'ai eu une infection après ma deuxième opération de la rotule. Je m'étais fracturé la rotule. En avril, je marchais la nuit, sans lumière, et ma botte s'est coincée dans les rayons d'une roue de vélo. Et je me suis fracturé la rotule, d'une manière ou d'une autre. C'était un accident complètement improbable. Mais oui, mec, des soins totalement gratuits, avec des médecins qui semblent vraiment se soucier d'aider les gens. Et j'ai vu des brancards passer, des gens courir, les médecins courir à côté des brancards, et ils font pas ça pour l'argent. Ils le font parce qu'ils veulent aider un autre être humain. Alors, ce que j'ai vu de mes propres yeux, mec, quand je vois les marches sandinistes, c'est très clair que c'est pas l'élite. Ce sont des small thous que j'ai appris à connaître et à aimer ici, et maintenant je marche avec eux. Mais quand je suis arrivé ici pour la première fois, ça m'a vraiment impressionné. Voir une marche avec les policiers qui marchent à côté des gens et tout le monde qui célèbre quelque chose lié à la révolution. Je suis arrivé au Nicaragua le 17 juillet 2023 et cette journée était connue comme le jour de la joie. En gros, en anglais, ça se traduit par Dia de Alegría. C'est 2 jours avant le 19. Et voir ça, franchement, ça m'a beaucoup touché. Vous savez, j'étais là à filmer et personne ne me disait « Oh, vous ne pouvez pas filmer ici ». Ou alors, si je marche dans les rues de Managua tard le soir et que je montre qu'il n'y a littéralement pas de sans-abri, à part, disons, une petite tente. Mais personne n'est chassé de la rue. Cette personne ne vit probablement pas là de façon permanente, vous voyez. Donc, ce que j'ai vu ici, je ne me suis jamais senti contrôlé ou censuré. Et je suis ici en tant qu'observateur objectif. Et maintenant, je fais partie de ça. Et je soutiens ce projet de tout mon cœur. Eh bien, difficile de vous reprocher d'avoir vu les beaux côtés du Nicaragua. Le système de santé est vraiment bien meilleur que ce qu'on pourrait attendre. Je pense que c'est, à bien des égards, l'héritage des partenariats qu'ils entretiennent avec les Cubains depuis de nombreuses années. Beaucoup de médecins sur place ont été formés par des médecins cubains, venus aider à réformer en profondeur le système de santé après la révolution de 1969. Donc, l'héritage de l'internationalisme cubain est toujours bien vivant à bien des égards, mais surtout dans le secteur de la santé. Comme vous l'avez souligné, les personnes malades ou blessées peuvent se rendre dans l'un des hôpitaux publics, de plus en plus nombreux, répartis dans tout le pays. Et pourtant, elles n'y recevront peut-être pas le type de soins qu'elles recevraient dans un hôpital privé moderne, extraordinairement cher aux États-Unis. Il y a un personnel qui fait de son mieux avec les moyens dont il dispose, qui tire le maximum d'un budget très très faible par rapport au système de santé américain et qui utilise les soins de santé comme, à mon avis, ils sont censés l'être, un service public. Ils ne sont pas censés être transformés en marchandises et vendus aux plus offrants. Ils sont censés être accessibles à tout le monde pour améliorer la vie des gens. Donc, il est difficile de reprocher à ceux qui vont au Nicaragua d'apprécier certaines des améliorations qu'ils y constatent par rapport à la vie aux États-Unis. J'aimerais parler davantage de l'obsession des médias à diaboliser le Nicaragua. Ces 2 articles, celui du Washington Post qui vous attaque et celui d'El País qui vous attaque. Mais bien sûr, mec, qui gère ce bordel? Le département d'État. Bien sûr. Et vous savez alors, que font-ils? Ils citent une prétendue déclaration du président nicaraguayen Daniel Ortega, qui lors du 19 juillet, le 19 juillet, bien sûr, c'est le Día del Triunfo de la Révolution, le jour du triomphe de la Révolution. C'est le jour où, en 1969, le Front sandiniste de libération nationale, le FSLN, le parti sandiniste, a finalement réussi, au terme de cette révolution qui a duré des années,
à chasser la dynastie Somoza soutenue par les États-Unis et à prendre la ville de Managua, à libérer la ville de Managua du joug de l'impérialisme américain. C'est leur fête nationale. Donc chaque année, le président prononce un discours dans lequel il explique, en quelque sorte, les acquis de la Révolution au cours de l'année écoulée et présente les priorités pour l'année à venir. Cette année, il a prononcé une phrase qui a immédiatement été sortie de son contexte par les médias traditionnels. Il décrivait comment, pendant de nombreuses années, les élites du Nicaragua ont en gros contrôlé le système électoral avant la Révolution, puis après la défaite des Sandinistes en 1990 face à la candidate soutenue par les États-Unis, Violeta Chamorro. Beaucoup de ces partis d'opposition représentaient très ouvertement les intérêts des États-Unis et de la classe dirigeante au Nicaragua, la classe des propriétaires. Et Daniel Ortega a fait ses commentaires le 19 juillet en disant qu'il n'y aurait plus d'élections auxquelles participeraient ces fanatiques de l'opposition, ces candidats anti-gouvernement et anti-nicaraguayens. Cette phrase a très vite été raccourcie en « il n'y aura plus d'élections ici ». C'est ça. C'est ce que tous les grands médias ont repris. Cette citation, cette fausse citation, a été attribuée à Daniel dans ces deux articles qui vous attaquaient, en essayant de vous présenter comme une sorte de fanatique d'une cause antidémocratique. Alors pourquoi? Vous savez, de cette manière, je pense qu'ils ont voulu établir une sorte de parallèle entre les tendances très autoritaires de Trump et la tendance de la révolution nicaraguayenne à chercher à se préserver, n'est-ce pas? Ils voulaient créer cette sorte de fausse équivalence. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce type de cadrage qu'ils poursuivent en vous attaquant, en essayant de délégitimer la révolution nicaraguayenne? Et dites-nous aussi, avez-vous entendu des précisions de la part de responsables au Nicaragua au sujet de cette fausse citation, cette citation présumée « il n'y aura plus d'élections ». Oh oui, franchement. S'il vous plaît, vous tous qui écoutez, allez voir ma page parce que j'ai publié beaucoup de vidéos courtes traduites en anglais. Par exemple, Valdrak Jaenchke, le ministre des Affaires étrangères, Gustavo Porras, qui est le président de l'Assemblée nationale. J'oublie le nom de ce type, mais allez voir ma page, s'il vous plaît. Et oui, ce n'est même pas une correction, c'est juste une précision parce que voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une réforme constitutionnelle. Quelle a été leur précision? Pouvez-vous nous dire, en gros, quelles précisions ils ont apportées? L'Assemblée nationale a adopté cela. Nous n'allons pas autoriser les personnes impliquées dans le coup d'État de 2018 à se présenter à la présidence. Nous devons l'inscrire très clairement dans notre Constitution. Nous ne laisserons pas des traîtres se présenter à une élection. Il y a donc 91 sièges à l'Assemblée nationale. 75 de ces sièges sont sandinistes, 26 sont néolibéraux, enfin, vous savez, de l'opposition. Mais même eux ont estimé que c'était une bonne idée de ne pas laisser des traîtres se présenter aux élections et recevoir de l'argent étranger. Parce que, par exemple, le Parti communiste chinois ne finance pas Daniel Ortega et Rosario lorsqu'ils se présentent pour être coprésidents. Et l'opposition libérale détesterait ça si c'était le cas. Donc ils voient bien que nous, on ne veut pas que de l'argent américain leur soit versé, et eux ne veulent pas que de l'argent venant de Russie, de Chine ou d'ailleurs nous soit versé. Les élections doivent être souveraines. L'argent doit venir du peuple. C'est si simple, quoi. Enfin bref, parmi tous ces sièges, les 91 personnes ont voté à l'unanimité pour le faire. Franchement, peut-on être plus clair que ça? Ce n'est pas comme si le coprésident Daniel Ortega disait simplement « plus d'élections et c'est ma décision ». Enfin quoi? Non. Et j'ai écouté tout son discours. Je l'ai écouté 3 fois pour vraiment comprendre, parce que mon espagnol n'est toujours pas parfait,
mais je fais de mon mieux. Et il expliquait que l'opposition voulait privatiser l'éducation. Il parlait de toutes sortes de choses du passé qu'on ne reverra plus. Puis il en vient à parler des élections, en disant qu'on ne reverra pas non plus des élections comme celle-là. C'est sa façon de... Si vous interprétez l'espagnol mot à mot en anglais, parfois ça donne quelque chose d'un peu étrange. Mais dans le contexte de ce qu'il disait, il voulait dire qu'on n'aurait plus d'élections comme celle-là. Et là, tout le monde se met à applaudir, puis il y a un silence gênant. Alors ils l'ont coupé. Mais si vous l'écoutez continuer à parler dans le contexte de ce qu'il disait, ça a parfaitement du sens. Mais vous avez raison. Il parlait des auteurs du coup d'État de 2018, au cours duquel des centaines de personnes ont été tuées, dont beaucoup de policiers et de soutiens du gouvernement. C'était des gens qui étaient simplement enseignants et médecins, quoi. Si quelqu'un travaillait pour le gouvernement, il était pris pour cible et tué. Le père de mon camarade travaille dans un tribunal et il a dû partir à pied. Ça a duré combien de temps? 1 heure et demie à peu près, oui. Mais pour aller où? Alors, il a pris un bus après? Donc quand il marchait, il devait mettre son uniforme dans un sac à dos et être habillé normalement. Prendre le bus en civil pour que personne ne sache qu'il était avec eux, parce qu'il devait passer la rue avec cette histoire de coffre. Tu vois, mec? Et il y a un documentaire dont je vais te partager le lien, mec. Les images vont te... J'ai pleuré 4 fois en le regardant. Mais des gens étaient torturés simplement parce qu'ils étaient sandinistes, avec de l'argent américain qui finançait tout ça. C'est quelque chose que peu de gens aux États-Unis connaissent bien, mais les événements de 2018 ont été essentiellement une tentative de révolution de couleur à grande échelle, soutenue par les États-Unis. Elle ciblait tout Nicaraguayen pouvant être, de façon plausible, lié soit au gouvernement, soit au parti sandiniste, ou simplement toute personne chez qui l'on trouvait, par exemple, une photo du président Daniel Ortega sur son téléphone, ou un fond d'écran rouge et noir. Et dans bien des cas, oui, ces personnes étaient repérées, découvertes par ces soi-disant manifestants pacifiques, comme les qualifiaient les médias occidentaux. Ils avaient érigé ces barrages routiers, ces barrages violents, appelés tranques. Ils se sont mis à extorquer les gens qui voulaient aller d'un point A à un point B. Ils les forçaient à payer de leur poche. De nombreuses agressions sexuelles et de nombreux viols ont été largement rapportés par des femmes ici, commis par ces bandits masqués qui se présentaient comme des révolutionnaires. Et ils imposaient le nouveau régime au Nicaragua. Du moins, c'est ainsi que cela a été perçu. Ils accordaient des interviews aux médias internationaux, proclamant leur victoire sur les sandinistes, sur le gouvernement, et affirmant qu'ils avaient libéré le pays du joug de la tyrannie. En réalité, ce qu'ils avaient fait, c'était libérer le Nicaragua de tout sens de l'ordre, de toute possibilité pour la population ouvrière du Nicaragua de se rendre à son travail et d'en revenir dans une relative paix et sécurité. Pour que ces emplois restent vacants, pour que les restaurants puissent fonctionner, pour que n'importe quelle entreprise puisse fonctionner. Et pendant ce temps, tout cet épisode était encouragé par une partie des élites nicaraguayennes qui composent la presse. Les mêmes personnes qui ont écrit ce fameux article sur vous, encourageaient alors ces actes horribles. Elles refusaient délibérément de publier des images de ces lynchages publics de personnes accusées de sympathie sandiniste. À la place, elles écrivaient des articles sur de fausses victimes, des gens qui, dans bien des cas, n'existaient pas. Et elles écrivaient des milliers et des milliers de mots
dès qu'elle pouvait trouver une poignée de cas de violence avérés. J'ai vu tellement de gens dans ces vidéos qu'on peint en blanc et en bleu, puis qu'on électrocute ou qu'on frappe simplement alors qu'ils ont les mains attachées à un poteau et qu'ils sont nus. C'est tellement atroce, mec. Ça rappelle vraiment... C'est difficile à regarder et c'est pour ça que les gens ne veulent pas connaître la vérité, parce que parfois, c'est trop lourd à supporter pour certaines personnes. Moi, personnellement, je peux l'encaisser et je veux être du bon côté, mais c'est dur de regarder ce genre de choses. Cela rappelle beaucoup ce qui a été fait ces dernières années à des gens en Ukraine qui, vous savez, s'opposent au régime pour quelque raison que ce soit, ou qui critiquent le gouvernement. Des choses très similaires leur sont arrivées. Pardon, depuis le coup d'État du Maïdan. Oui, enfin, même depuis la guerre, vous savez, beaucoup de vidéos montrent des gens couverts de ces, vous savez, de colorants après l'explosion de poches de teinture sur leur visage et leur corps. Ils sont attachés à des poteaux téléphoniques. Ils ne peuvent pas bouger. On leur baisse le pantalon de force. C'est un rituel d'humiliation publique. Ce n'est pas ainsi que les révolutionnaires agissent. Oui, nous avons notre dignité. Exactement. Et du respect. Et donc, quoi qu'il en soit, en 2018, ces mêmes personnes, Wilfredo Aburto en faisait partie, lui-même, avec un petit groupe de médias, ont essentiellement fabriqué la vision du Nicaragua destinée aux publics occidentaux. Ils ont blanchi cette propagande antigouvernementale et l'ont présentée comme un fait objectif. Wilfredo était au premier rang d'entre eux. Son patron, Carlos Salinas, à El Confidencial, était très impliqué là-dedans. Bien sûr, Sofía Montenegro aussi. Toutes ces figures ont joué un rôle clé, déterminant, pour présenter leur propre vision extrêmement partisane et antigouvernementale comme la seule réalité qui se déroulait au Nicaragua. Et ils étaient financés par les États-Unis, qui étaient financés par les États-Unis. Et comme je vous le disais hors caméra, j'ai personnellement été témoin de ces interactions. J'ai vu Carlos et Wilfredo traîner dans le bar le plus huppé du Nicaragua, avec le responsable du National Endowment for Democracy, avec l'USAID. Ils font partie d'un tout petit groupe de personnes qui chercheraient à « je vous ai perdu, je reçois ». C'est bon là. J'ai juste eu une petite coupure pendant une seconde. Permettez-moi de le redire, parce que je recevais un appel, bien sûr. Ces gens font partie d'un très petit noyau d'activistes antigouvernementaux. Tous ensemble, ces journalistes d'opposition antigouvernementaux, les gens de l'USAID, les gens du NED, ils font tous partie du même écosystème économico-financier. Ils sont tous blanchis. Si ce n'est pas El Confidencial qui reçoit de l'argent des Open Society Foundations, ce qu'ils m'ont dit eux-mêmes, alors ce sont ces différents groupes d'opposition qui reçoivent directement leur budget de l'USAID et du NED. Ils vivent tous dans la même petite bulle. Et quand ils essayent d'aller dans les quartiers populaires, là encore, c'est ce que m'a dit une personnalité très importante du soi-disant MRS, le Movimiento de Renovación Sandinista. On m'a personnellement dit qu'ils ne vont pas dans les quartiers populaires au Nicaragua. Pourquoi? Parce que les gens les en chassent. Exactement. Ils les expulsent. Ils les mettent dehors, hors de leur quartier. Ils ne veulent rien avoir à faire avec eux. Rien de tout cela. Vous ne l'apprendrez dans les médias grand public. À la place, ces gens sont évidemment présentés comme les plus grandes victimes du monde. Vous savez, comme des persécutés politiques. Et dans bien des cas, c'est vrai. Wilfredo, par exemple, ne peut pas mettre les pieds au Nicaragua parce qu'il est accusé, en gros, d'être un traître à son pays et d'essayer de vendre son pays aux États-Unis et à ces forces antidémocratiques qui se font passer pour des révolutionnaires. Vous savez,
Moi, ça m'émeut moins. J'ai un peu plus de compassion pour le Nicaraguayen moyen qui travaille et qui dépend de ces programmes sociaux, comme Hambre-Cero, Plan Techo, qui installent des toits, comme celui-là, sur des maisons comme celle où vous vous trouvez en ce moment. Hambre-Cero distribue aussi gratuitement du bétail et des semences aux paysans travailleurs dans tout le pays, en leur demandant seulement de rendre la progéniture de l'animal ou des semences après la récolte suivante. Tous ces programmes seraient immédiatement écrasés et immédiatement détruits si ces gens obtenaient ce qu'ils veulent. Et ils ne l'admettront jamais. Mais c'est la douloureuse vérité. Tout comme ils n'admettront jamais qu'ils lynchaient des sandinistes par dizaines ou des personnes accusées d'être sandinistes. Des gens qui, dans bien des cas, n'étaient même pas sandinistes, mais qu'on avait pris pour tels. Alors ces gens-là, je ne les prends pas une seconde au sérieux quand ils essaient, très cyniquement, de vous dénigrer. Vous savez, révolutionnaires, avec des guillemets. Ils veulent vous faire passer pour un naïf et un idiot. Mais la vérité, c'est qu'ils pensent. Oui, c'est pour ça que j'ai publié une photo de mon diplôme universitaire. Je veux juste dire que l'autre jour, j'ai publié une photo de mon diplôme, du relevé de notes. Enfin, comment est-ce qu'on dit? La transcription. Oui, enfin, il y a tout pour que les gens puissent le voir. Je n'ai pas fait ça pour les Nicaraguayens. Évidemment, je me fiche de ce qu'ils pensent, mais c'est pour les gens qui essayent de me salir. Je ne suis pas juste une idiote sans éducation. J'ai étudié, puis je suis allé de plus en plus à gauche, et je me suis retrouvé là. Eh bien, c'est difficile de ne pas être d'accord avec vous. Mais, vous savez, j'aimerais conclure en revenant un peu sur la famille Harp. Dans les médias, on a vu des déclarations de votre sœur, Nathalie, qui évoquaient la perte de votre père et décrivaient Trump comme étant en gros une sorte de père de substitution. J'aimerais opposer cette relation étrange à cette dichotomie que les médias ont présentée. Vous travaillez aujourd'hui avec S. Brian Wilson. Pouvez-vous m'expliquer et expliquer un peu à notre audience pourquoi, contrairement à ce que les médias dominants pourraient laisser croire, travailler avec quelqu'un comme S. Brian Wilson et à ses côtés, ce n'est pas la même chose que travailler aux côtés de Trump? Bon sang, mec. Eh bien, la motivation, c'est essentiel. Et je ne dis jamais que je travaille pour Brian. Je travaille avec Brian et il me donne $60 par semaine. Mon loyer me coûte $60 par mois. Ici, c'est le salaire minimum. $60 par semaine, en gros, plus ou moins. Donc je vis au niveau du salaire minimum pour faire ce travail important, préserver ses souvenirs et ses commentaires sur l'actualité. J'ai parcouru toutes ses archives de photos. Il a des coupures de presse qui remontent à 1960, que je classe par catégorie, par thème et par pays, puis dans l'ordre chronologique. Et un jour, si tous les livres du monde brûlaient, mais qu'il restait, vous voyez ça, et que seule l'IA nous disait « Non, nous avons ces archives, avec certaines choses qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. » Alors la motivation, c'est « Quelle est la différence ?» C'est que je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour vivre à un niveau supérieur à celui du Nicaraguayen moyen. Je suis là pour vivre en solidarité. Et, je veux dire, qu'est-ce que vous observez chez votre sœur, par contraste avec... Eh bien, je veux dire, elle gagne $150,000 par an. Et je veux aussi clarifier une chose pour tout le monde. Je n'ai pas parlé à ma sœur depuis le jour où mon père est mort, le 17 juillet 2020. Donc, je ne lui ai jamais demandé de m'envoyer quoi que ce soit. Je vous en prie, enquêtez sur moi, renseignements russes, gouvernement nicaraguayen, parce que je ne reçois d'argent de nulle part.
But do you, I mean, do On you dirait que use mon like téléphone est à phone? 10%. Okay. We got about 8 minutes left. D'accord, il me reste environ 8 minutes. Moi aussi. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a du vrai dans cette affirmation? Cette idée que Trump aurait représenté une sorte de père de substitution pour Nathalie, est-ce que ça vous semble correspondre à ce que vous observez dans votre travail? Je ne sais vraiment pas à quoi peut ressembler leur relation personnelle. Je n'ai aucune idée de la dynamique entre eux. Mais pour moi, ça n'a aucun sens, parce que mon père était une personne totalement différente. C'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Il continue de vivre à travers nous. Mais vous savez, la justice sociale lui tenait à cœur. Il enseignait l'éthique des affaires dans une université chrétienne appelée Biola. Et il avait bon cœur. Il n'était pas pro-Trump. En fait, il s'intéressait pas vraiment à la politique. À l'époque, il aurait dit qu'il aimait Ronald Reagan et George Bush. Mais avec le temps, il a commencé à voir les choses plus clairement. Et il ne soutenait pas Trump. Et je pense qu'il aurait eu honte s'il avait su que ma sœur travaille pour quelqu'un comme ça. Quelqu'un d'aussi ouvertement raciste et qui n'a pratiquement aucune compassion. C'est l'opposé de ce que Jésus enseignait. Et voilà. Eh bien, Jésus était un martyr. Il était anti-impérialiste. Il était contre les banquiers, contre l'usure et contre cette classe dirigeante qui contrôle et domine le reste d'entre nous. Pour moi, Jésus correspond très clairement davantage à, je ne sais pas, une figure aux côtés de laquelle vous travaillez. Un homme qui était manifestement prêt à sacrifier sa vie pour le bien commun et pour ce en quoi il croyait. Alors, peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous faites avec Brian en ce moment? Et quel est votre rôle, selon vous, pour l'aider à ses côtés? Que pouvez-vous nous dire sur le Nicaragua que les gens aux États-Unis ne savent peut-être pas? Bien sûr, mec. Eh bien, l'un des premiers projets a été, comme je l'ai dit, de parcourir les archives de tous les articles de presse qu'il avait conservés et de les organiser par catégorie et dans l'ordre chronologique. Mais il existe maintenant une traduction espagnole de Blood on the Tracks, et je l'ai faite très vite. Maintenant, il s'appelle La machine sanglante de l'impérialisme yankee. C'est en espagnol. Je ne suis pas la traductrice, mais j'ai tout relu et édité. Vous savez, les erreurs de ponctuation, les majuscules. Si quelque chose ne sonnait pas juste, si quelque chose était répété, et qu'on se disait « Ah, c'est une erreur de copier-coller », ce genre de choses. Et puis ça, c'est son livre de parcours en photo. Toute sa vie est racontée de son enfance à aujourd'hui, avec des légendes en anglais et en espagnol. Il sera bientôt disponible aussi aux États-Unis. Donc ça, c'était notre dernier projet. À part ça, on essaye vraiment de créer beaucoup de contenu pour soutenir la cause, avec des sous-titres en anglais, parce qu'il n'existe pratiquement rien de positif en anglais sur le Nicaragua. Et cette semaine, comme la semaine dernière, nous avons travaillé à retrouver de vieilles photos qu'il possède et qui ne figurent pas dans ce livre, afin de les numériser. 2 événements vont bientôt avoir lieu, l'un au théâtre Rubén Darío à Managua et l'autre à Jinotega. Il y prendra la parole, nous y vendrons ce livre et il pourra le dédicacer et parler avec toute personne qui souhaite le rencontrer en personne. C'est donc ce sur quoi nous avons travaillé. Nous avons toujours quelque chose en cours et parfois il me laisse décider de ce sur quoi nous allons travailler. C'est ce que j'aime vraiment chez Brian. Ce n'est pas un patron. Nous travaillons ensemble pour simplement diffuser des informations parce qu'il a pas mal de soutien et maintenant, apparemment, moi aussi. Alors, on veut faire circuler l'information, mon frère. Et puis un truc bien au Nicaragua, mec. La facture d'eau et d'électricité, c'est peut-être $10 par mois, $5 par mois,
parce que c'est un service subventionné par l'État, tu vois. Et pareil pour le bus. Là, si je vais à Managua, ça me coûte $1 pour aller jusqu'à Managua. C'est environ 1h20, parce que le système de transport est subventionné. Prendre un bus de ville à Managua, ça coûte 7 centimes. Par exemple, si je veux aller de chez Brian, ou pas loin de chez Brian, jusqu'à l'hôpital où je reçois gratuitement de la kiné, parce que je n'arrive toujours pas bien à plier le genou. Je suis à environ 80 degrés, mais dans 4 mois de plus, ça devrait approcher les 160, au moins 150, je l'espère. Mais oui, je prends le bus après avoir pris le bus pour Managua, et ça me coûte $1,800. Pour déjeuner, par exemple, avec $2, on peut manger un très bon repas. Et bien sûr, il n'est pas possible de gagner autant d'argent ici. Mais quand les choses ne coûtent pas si cher, on peut trouver des moyens de vivre tout en restant heureux et satisfait. Vous savez, aujourd'hui, je partageais mon eau avec mon ami ici. On devait faire attention à ne pas en manquer, parce que parfois, elle n'arrive que la nuit. Mais ça arrive toujours la nuit. Donc on avait les 2 seaux. Il faut simplement penser un peu différemment. Parfois, on saute un repas, ou peu importe. Comme là, par exemple, je n'ai pas encore déjeuné. Mais pour moi, faire ça est plus important. Et ces petits sacrifices ne représentent vraiment rien. Vous savez, quand on pense à quel point les gens souffrent dans le monde, dans des pays qui subissent une occupation en cours comme la Palestine. Vous savez, je n'ai même pas besoin d'en dire plus, mec. Mais merci beaucoup d'avoir fait cette interview et j'espère qu'on se reparlera bientôt et que vous pourrez interviewer Brian. And I hope we talk again soon and that you can interview Brian. Well, thank you, Preston. I'm sure we will take you up on that. Eh bien, merci Preston. Je suis sûr que nous vous prendrons au mot. Et je tiens à vous remercier d'avoir partagé ce point de vue, qui est radicalement différent de celui que votre sœur défend publiquement. De mon point de vue, c'est une manière bien plus humaine, bien plus consciencieuse d'aborder le monde. C'est une approche que nous aurions tous intérêt à imiter un peu davantage. Comprendre que nous ne sommes pas la seule force dominante de l'univers, que d'autres personnes existent à travers le monde. Elles ont une valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains, même si elles ne sont pas citoyennes américaines. Et le fait que nous soyons citoyens américains ne nous donne aucun droit de dominer leur pays, de voler leurs ressources naturelles ou de leur dicter leur système politique, comme tant de gens aux États-Unis le feraient au Nicaragua, y compris évidemment votre sœur, l'administration Donald Trump et Marco Rubio en particulier. Alors encore merci Preston pour votre temps et nous avons hâte de vous reparler bientôt. And we look forward to talking to you again soon.